Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans la suite de cette émission à Rome, en face de l'arc de Constantin. Il fait grand soleil aujourd'hui et nous accueillons avec grande joie l'empereur Constantin. Ave. Bonjour monsieur Constantin, comment allez-vous? E tutto bene, ego solum in Roma, mais tutto bene. L'arc de Constantin fut érigé en 315 sous le règne de Constantin sur la Via Triumphalis, en l'honneur de la victoire de Constantin sur Maxence à la bataille du pont Milvius en 312. Constantin, pouvez-vous nous expliquer plus en profondeur la réelle construction de l'édifice? Comme vous l'avez dit, j'ai décidé de construire cet arc pour commémorer la victoire de Rome face à Maxence, donc un empereur romain qui a pris le pouvoir à Rome en 306, ce lors de la bataille de Pont-Milvius. Racontez-nous cette bataille qui avait à la fois, il me semble, un enjeu militaire et un enjeu religieux. En effet, il faut savoir tout d'abord qu'à cette époque, le début du IVe siècle, 4 empereurs se partagent l'empire, dont 2 en Occident. Maxence en Italie et moi-même sur le Rhin. C'est en 312 que j'ai décidé de partir dans la péninsule affronter Maxence. La bataille s'engage alors le 28 octobre. C'est à ce moment-là que vous avez eu votre fameux songe. Exactement. Comme je l'ai raconté de nombreuses fois, je me rappelle avoir rêvé du Christ, m'ordonnant d'inscrire un signe chrétien, le chrisme, sur les étendards de mon armée. De fait, je l'emporte malgré mon infériorité numérique sur les troupes de Maxence, noyées pour une grande partie dans le Tibre. Le lendemain, je rentrais dans Rome, où l'on me proclame premier Auguste de l'Empire. Cette bataille vous a beaucoup rapporté en fait. Oui, elle est entièrement décisive pour moi. Grâce à elle, je maîtrisais l'Occident ainsi que la prééminence de mes collègues orientaux. Elle m'a également poussé à me convertir au christianisme. Donc, du coup, c'est comme ça que vous avez entrepris finalement la construction de votre arc. Par ailleurs, il est le dernier de la série des arcs de triomphe à Rome. Puis, étant construit à partir de fragments d'édifices antérieurs, il est le plus moderne des arcs de triomphe érigés à Rome jusqu'ici, et de fait, il sera le plus important arc de Rome qui soit parvenu jusqu'à nous. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'arc de triomphe qui est Place Étoile, et que vous, Monsieur Napoléon Ier, vous avez ordonné la construction en 1806. Alors, Monsieur Napoléon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus d'où vient cette fabuleuse idée? C'était en 1806, au retour de la bataille d'Austerlitz, que j'ai ordonné la construction de cet édifice. En effet, j'avais promis à mes chers soldats le lendemain de la bataille « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Je voulais qu'on rende gloire à la grande armée, mais aussi que Paris soit la plus belle ville du monde. De fait, Paris manque de monuments, et il faut lui en donner. C'est pourquoi le 18 mars de cette même année, j'ai ordonné par un décret l'achèvement du Panthéon et la construction de l'arc. Et pourquoi Place de l'Étoile? Y a-t-il une raison particulière? Oui, tout d'abord, je voulais l'édifier place de la Bastille, lieu symbolique de l'abolition de la monarchie. Mais ce site présentait trop d'inconvénients. Alors, je finis par suivre la proposition de Champagny, mon ministre de l'Intérieur qui voulait le construire place de l'Étoile. Le 15 août 1806, la première pierre de l'édifice fut posée place de l'Étoile. T'es en tout cas très doué, mais qui est-il? Chalgrin. Oui, il a un véritable talent. Raymond y a également participé, mais c'est le projet de Chalgrin qui fut définitivement adopté en 1809 lors d'un décret impérial. Il s'est beaucoup inspiré des arcs antiques pour en élaborer les plans. Et en quoi? Il s'est inspiré de l'arc de Constantin, rappelant ainsi le goût de l'empereur pour la Rome impériale. Bien que l'arc de triomphe le dépasse, étant de 50 mètres de hauteur, cela permet de fermer majestueusement la perspective des Champs-Élysées. Cependant, on va voir que la chute de l'Empire provoque l'arrêt du chantier en 1815. Le projet il va être remis en cause sous la Restauration, on va dire qu'on a même songé à le détruire. Et oui. Et finalement, ça va être sous le règne de Louis-Philippe en 1836 que la construction de l'arc va être achevée. Celui-ci modifie la dédicace en faveur de la Révolution et de l'Empire.
Mais en élargissant la dédicace, il fait évoluer la fonction et la signification du monument, rendant hommage non seulement à l'Empire, comme le souhaitait Napoléon, vous, mais aussi rendant hommage à la Révolution. Vous n'avez pas encore testé le nouveau produit Sif 5 en 1. Des graisses, des tartres, brillance, parfum d'origine naturelle, assin, le tout 100% naturel et dans une même bouteille. Courez vite, vos cuisines et vos salles de bain n'attendent que vous. Nouveau Sif Express, tout est bien qui finit bien. Et maintenant, nous allons nous pencher sur les caractéristiques architecturales de ces deux arcs. Constantin, vous allez d'abord nous décrire votre arc. Paucis equitibus intertum. Bien, mon arc mesure 21,10 mètres de haut, 25,7 mètres de large et 7,4 mètres de profondeur. Alors il se compose de 3 baies. On a la baie centrale qui est la plus grande avec 11,5 mètres de haut et 7,5 mètres de large. Puis nous avons des baies latérales qui mesurent toutes les deux 7,4 mètres de haut et 3,4 mètres de large. Quelle précision, mais quel matériel avez-vous vraiment utilisé en fait? Il est mis par essai De nombreux blocs de marbre ont été utilisés pour construire la partie inférieure, mais la partie supérieure est en maçonnerie de briques qui a été revêtue d'un plaquage de marbre. Il me semble que l'on peut lire une inscription sur la tique. À qui s'adresse-t-elle? Mais à l'Oquitur. Eh bien, elle s'adresse à moi et dit exactement au pieux et heureux empereur César Flavius Constantin le Grand, Auguste, parce que sous l'inspiration de la divinité et par grandeur d'esprit, avec son armée et de justes armes, en un seul coup décisif, il a vengé l'État sur le tyran et toute sa faction, le Sénat et le peuple romain des 17 arcs, en signe de son triomphe. Cette inscription est identique sur les deux façades de l'arc, et de chaque côté de cette inscription se trouve une paire de panneaux de bas-relief. Il y en a donc 8 au total sur l'arc. Tout ce décor de l'arc a été assez détruit au cours du temps. Et bien que reste-t-il? Eh bien, l'arc principal est décoré de fragments. La nouvelle frise représente ma campagne d'Italie et me célèbre, empereur à la fois dans mes fonctions militaires mais aussi civiles. Les éléments du décor tels que les bas-reliefs et les statues évoquent également mon image. C'est-à-dire quelle image? Naturalitaire. Naturellement, celle d'un empereur pieux et victorieux. Pieux et victorieux. Pius et Victor, naturellement. Et les façades, comment vous les avez représentées? Qu'est-ce qu'elles représentent en fait? Sur la face nord, de gauche à droite, nous trouvons respectivement une image de mon entrée dans la ville de Rome après ma campagne, puis une image de moi quittant la ville et saluée par une personnification de la Via Flaminia. Nous trouvons ensuite à droite une image, encore une fois, de moi distribuant de l'argent au peuple et la dernière image de moi interrogeant un prisonnier germain. Mais c'est qu'on ne peut pas vous rater. Mais il ne faut surtout pas. Et puis ce n'est pas tout. Sur la façade sud, de gauche à droite, respectivement, nous trouvons une image d'un chef ennemi prisonnier qui est amené devant moi, puis d'autres images d'ennemis prisonniers qui sont également présentées à moi. Ensuite, on a une image de moi qui m'adresse aux troupes, puis une autre image de moi sacrifiant un porc, un mouton et un taureau. Et enfin, au sommet de chacune des colonnes encadrant la baie se trouve une statue de prisonnier. Et les deux côtés sont identiques? Oui, la structure générale de la façade principale est identique sur les deux faces de l'arc. Cependant, les bases des colonnes sont ornées de face par des victoires et sur les côtés par des captifs barbares et des soldats romains. De plus, les écoinçons de l'arc central sont décorés de reliefs de victoires portant un trophée, tandis que ceux des arcs secondaires présentent des personnifications de fleuves. Sur les tondis figurent des scènes de chasse et de sacrifices alternés. Sur la face nord, donc, il s'agit respectivement de gauche à droite d'une chasse au sanglier, d'un sacrifice à Apollon, d'une chasse au lion et d'un sacrifice à Hercule.
Et sur la face sud, les médaillons représentent respectivement de gauche à droite le départ à la chasse, un sacrifice à Sylvanus, une chasse à l'ours, un sacrifice à Diane. Le bas-relief principal contemporain de la construction de l'arc est la frise à motif historique qui se déploie tout autour du monument en dessous des médaillons, à raison d'une bande au-dessus de chaque arc secondaire et sur les petits côtés de l'arc. Et elle représente des épisodes de ma campagne contre Maxence. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Napoléon. Que pouvez-vous nous dire sur l'Arc de Triomphe, sa construction, son architecture en général? Bon, bah, moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons revisité l'antique. Mon architecte s'est bien inspiré de votre arc, monsieur Constantin, mais bien sûr, nous lui avons donné des dimensions à l'image de la grandeur de la France. Nous lui avons donné des mesures exceptionnelles, 50 mètres de hauteur, 45 mètres de longueur et 22 mètres de largeur. Et contrairement à vous, nous avons abandonné les colonnes. Il me semble qu'on peut parler en quelque sorte d'une copie agrandie. Oui, enfin pas vraiment, on parle d'inspiration je pense, mais on a quand même créé de nouvelles choses. On peut voir devant les façades principales des pieds droits et on peut retrouver 3 registres. Donc le premier registre, c'est orné de groupes en ronde bosse sur des piédestaux. Le second registre est animé de grands cadres de pierre rectangulaires ornés d'un bas-relief et surmontés d'un entablement comprenant une frise historiée sous une corniche saillante. Et puis le troisième registre, dans la partition verticale de l'édifice, est un important étage d'attique qui est orné de 30 boucliers. Et qu'est-ce qui rajoute la hauteur? Eh bien, tout le bandeau est surmonté d'un premier entablement constitué d'une frise de grec et d'une corniche saillante. Qu'en est-il des reliefs? Alors nous avons 4 hauts reliefs posés sur des socles élevés qui sont adossés au pied droit et qui sont hauts environ de 18 mètres. Alors on a d'abord le départ des volontaires de 1792 qui a été réalisé par François Rude. Puis nous avons le triomphe de 1810 qui a été réalisé par Jean-Pierre Cortot. Puis la résistance de 1814 réalisée par Antoine Étex. Et enfin la paix de 1815 également réalisée par Antoine Étex. Alors nous avons aussi 6 bas-reliefs qui sont plus petits, qui sont gravés sur les faces de l'arc et qui retracent des scènes de la Révolution et de l'Empire. Alors ils se situent au-dessus des 4 groupes ainsi que sur les côtés de l'arc. On retrouve donc les funérailles du général Marceau le 20 septembre 1796 sur la face sud droite, puis la bataille d'Aboukir du 25 juillet 1799 sur la face sud gauche, puis la bataille de Jemappes le 6 novembre 1792 sur la face est. Ensuite, nous avons donc le passage du pont d'Arcole le 15 novembre 1796 sur la face nord droite, la prise d'Alexandrie le 3 juillet 1798 sur la face nord gauche, et enfin la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805 sur la face ouest. Allô patron? Vous ne devinerez jamais où je suis. Je suis actuellement au Monoprix. Les kiwis sont actuellement à 1,30 €. Soit un gain de 30 centimes par rapport à l'année dernière. Pour votre santé, ne mangez ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Retrouvez tous nos conseils sur www.santé.gouvernement.fr. Maintenant, nous sommes en présence de Gaïa, jeune fille romaine, qui va nous éclairer un peu sur le sujet du rôle des arcs de triomphe à Rome. Gaïa, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui, il faut savoir qu'à Rome, les arcs de triomphe sont construits pour célébrer une victoire, comme par exemple celle de Constantin sur le pont Milvius. Chaque arc est dédié à un général victorieux, ou bien à un empereur, et est placé au cœur de la ville de Rome. Et donc tous ces arcs, ils ont une fonction particulière. Sous
l'Empire et sous la République, est-ce qu'ils ont la même fonction? Non, pas tout à fait. Sous la République, on faisait passer les soldats revenus de campagnes militaires sous ces arcs considérés comme des portes magiques parce que les soldats qui passaient dessous étaient considérés comme lavés de toutes les violences de la guerre qui auraient pu porter préjudice à leurs compatriotes. Mais sous l'Empire, à partir d'Auguste, ces traditions d'autoglorification à travers les arcs disparurent rapidement. Le Sénat et le peuple romain avaient un droit de regard plus important sur les cérémonies honorifiques. On se contentait notamment d'ornements triomphaux envers les généraux vainqueurs. En revanche, les arcs de triomphe furent construits en l'honneur des empereurs victorieux assimilés à des dieux. L'arc matérialisait la toute-puissance de l'Empire romain et rejaillissait sur l'ensemble du peuple. C'était à la fois un modèle architectural, mais aussi un modèle politique. L'arc de Constantin constituait davantage un symbole de surpuissance de l'Empire romain et de l'empereur Constantin, plutôt qu'une porte magique sous laquelle les soldats passaient après une victoire militaire. C'est ça. Sous son arc, Constantin défile seul, dans une tenue qui montre qu'il possède quasiment le statut d'un dieu. De plus, comme il chevauche la Via Triumphalis, la voie des triomphes, les empereurs, lorsqu'ils rentraient dans la cité pour célébrer leur triomphe, avaient toujours pour habitude de passer sous lui, donc sous l'arc de Constantin, à leur retour. Et du coup, quel était leur itinéraire de retour exactement? L'empereur commence au Champ de Mars. Il va au Circus Maximus et fait le tour du Palatin, immédiatement après avoir franchi l'arc de Constantin. Puis la procession triomphale se poursuit vers la gauche et suit la Via Sacra jusqu'au Forum Romanum et au Capitole, et passe également sur l'arc de Titus et l'arc de Septime Sévère. Nous allons maintenant interroger Pierre-Louis, un historien spécialisé dans l'arc de triomphe de l'Étoile. Pierre-Louis, quel rôle a pris l'arc de triomphe de l'Étoile? Pendant longtemps, l'Arc de Triomphe a été un lieu de défilé. En effet, le 2 décembre 1855, après son plébiscite, ce fut au tour de Napoléon III de franchir la voûte monumentale. C'est également le cas de la reine Victoria en cette même année, lors de sa réception à Paris pour l'exposition universelle. Plus dramatiquement, les troupes prussiennes, après la défaite de Sedan et la chute de l'empereur, campèrent sous son arche. Le défilé de la victoire, voulu par Clémenceau, honore le 1,5 million de soldats morts au combat au cours de la Grande Guerre. S'il célèbre toujours le triomphe des armées françaises, de la Révolution à nos jours, sa signification a toutefois évolué depuis le XIXe siècle. Il occupe aujourd'hui une place de premier plan dans la vie civique et civile. Initialement, il était destiné à être un symbole de l'armée napoléonienne, mais il s'est transformé au fil du temps en un emblème du patriotisme français. Il abrite la tombe du soldat inconnu, n'est-ce pas? En effet, il est vrai. Le 20 novembre 1916, bien que la bataille de Verdun n'ait pas touché à sa fin, le président du Souvenir français suggère que la France honore au Panthéon, à Paris, un soldat mort pour la patrie. Et donc l'idée est lancée. Le 8 novembre 1920, les députés votent une loi à l'unanimité afin que les honneurs du Panthéon soient rendus au reste d'un des soldats non identifiés, mort au champ d'honneur, et sa dépouille est inhumée sous l'arc de triomphe. Le soldat inconnu est inhumé sous l'arche, face à l'avenue des Champs-Élysées, en présence du gouvernement, du Premier ministre britannique et des maréchaux Foch, Pétain et Joffre. C'est donc pourquoi l'arc demeure un haut-lieu de la mémoire nationale encore aujourd'hui. Oui, et depuis cette date, les défilés ne traversent plus l'arc, mais le contour en main. Aujourd'hui, les chefs d'État en visite officielle rendent hommage aux soldats et se recueillent sur sa tombe. La flamme de la victoire est également un souvenir sur la tombe du soldat inconnu. Oui, en 1923, le journaliste Gabriel Boissy lance l'idée de cette flamme, symbole du sacrifice des combattants. Elle est ravivée tous les jours à 18h30. Aujourd'hui encore, de nombreuses cérémonies ont lieu à l'arc. Exact. Le 11 novembre et le 8 mai,
On y commémore les armistices des 2 guerres mondiales. Nous arrivons donc en fin de notre émission qui a confronté 2 grands chefs-d'œuvre, on peut le dire, de l'Antiquité et puis de l'époque moderne. Donc il s'agit donc bien sûr de l'Arc de Triomphe de vous, Napoléon, et de l'Arc de Constantin de vous, Monsieur Constantin. On a donc vu que l'origine de ces 2 arcs différait en fonction de l'époque, mais on a aussi vu que leur rôle dans la cité, bien qu'ils se rapprochaient, avait quelques différences. Cependant, donc, nous avons vu que les caractéristiques architecturales, il me semble, de l'Antiquité avaient été bien reprises par vous, Monsieur Napoléon, pour construire votre arc de triomphe, bien que vous ayez fait des réarrangements. On retrouve vraiment cette antiquité dans votre arc. C'est donc la fin de notre émission sur ces 2 grands arcs, l'arc de Constantin et l'arc de Triomphe, que nous avons donc confrontés. Un grand merci, Napoléon, de vous être déplacé, et vous, Monsieur Constantin, d'avoir fait le chemin de si loin. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine émission. Parce que je le veux bien. Prenez un envol grâce à notre nouveau shampoing. Nouveau shampoing nature Ushuaïa. Le monde entier est source de beauté.